me vaut beaucoup de sourires et de rigolade de la part de mes collègues. Quelle que soit, d'ailleurs leur couleur politique, là aussi, c'était très transpartisan. «Mais comment ça, des crues, des vagues de chaleur et cetera? Mais ma pauvre dame, tu es trop dans l'écologie, ça n'existe pas». Bon, depuis les faits, nous ont, contredit et effectivement, ce sujet de la sécheresse, je pense, il n'est pas encore, suffisamment travaillé. On a eu quand même quelques étés angoissants où il n'a pas plu, quasiment, en tout cas à Paris, de juin à presque octobre à certains moments. Ça veut dire des tensions hydriques, très fortes et à Paris, mes services se rassuraient beaucoup sur le fait de dire: «Paris est une ville très résiliente sur son système d'eau parce que nous avons 5 vecteurs indépendants qui nous amènent l'eau, 3 aqueducs autonomes qui viennent apporter l'eau, de ressources souterraines venant, à 200-150 kilomètres de Paris et 2 usines, une en Marne et une en Seine, qui pompent dans les fleuves, pour nous alimenter et que donc même s'il y en avait un qui lâchait, eh bien, nous en avions toujours 4 auxquels avoir recours. Mais, on n'a toujours pas quand même regardé de plus près. Nous ne sommes pas seuls. Si demain il y a des sécheresses très fortes, ça a un impact sur l'industrie, sur les agriculteurs, sur l'eau potable et donc je pense vraiment que ça fait partie des sujets. D'ailleurs, Paris se lance dans une vaste étude, là, on vient de la lancer pour, voilà, bien mesurer les impacts sociaux, environnementaux, économiques de ces sécheresses. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce phénomène qui paraît nous dépasser tous largement, même si on sait aussi qu'on en est responsable par les modes de vie qu'on a développés. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle finalement, d'une petite échelle, même d'une grande ville comme Paris, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'élu sur ces questions? Est-ce qu'il y a des points où on peut anticiper, essayer d'amoindrir les impacts? Ah oui, enfin, je pense de toute façon que quelle que soit l'échelle à laquelle on est, la protection de la ressource, que ce soit en termes de quantité ou de qualité, va être votre sujet et un sujet, majeur. Ce qu'on peut faire, eh bien, c'est d'abord être, plus économe, en eau, réduire notre empreinte eau globalement. Ça veut dire faire des services, dont la tuyauterie, très pragmatiquement, fonctionne, bien, les recherches de fuite, les taux de rendement et cetera. Avoir vraiment, une ingénierie au service de cette empreinte eau. C'est travailler sur les comportements, mais là, globalement, les gens et surtout les matériels, vendus ont permis de montrer, une baisse en tout cas de la conso d'eau, à Paris, depuis, ces dernières années, assez tendancielle, qui commence à atteindre un plateau. Donc il y a un travail quand même sur les comportements, très important, à faire et puis après c'est, notamment, un sujet très important au sein du comité de bassin puisque, tous ceux qui à un moment pompent de l'eau doivent rentrer dans cette dynamique et je pense qu'il y a une grande discussion dans laquelle il faut qu'on entre collectivement, que ce soit sur, l'impact de l'agriculture, sur nos ressources en eau, l'impact de l'industrie, l'impact des villes et je le dis, a fortiori exprès, dans cet ordre-là. C'est un job qu'il faut qu'on fasse ensemble. Il ne s'agit pas de pointer du doigt une filière ou une autre, mais de voir comment collectivement, c'est ce qu'on a fait nous notamment dans un partenariat urbain-rural avec le monde agricole, on trouve des, solutions pour, protéger l'eau, que ce soit en termes de quantité, parce qu'il y en aura moins à l'avenir, c'est ce que montrent les premières études climatiques, et aussi en termes de qualité, parce que ça c'est quand même un gros sujet français. Nos cours d'eau, nos nappes phréatiques sont quand même pas en super bon état. Mmh. Je vous taquinais un petit peu, on va aller vers les questions d'ici quelques minutes. Je vous taquine un petit peu. Il y a des endroits où l'eau s'infiltre à Paris? Oui, 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 des endroits où l'eau s'infiltre à Paris, mais là, on est plutôt, sur le sujet, des crues. Je ne sais pas à quoi vous pensez, Je pense, je exactement? pense, je pense aux enjeux de désimperméabilisation parce que c'est vrai que sur Ah, le comme fait qu'on ait. ça, oui. Ouais, parce qu'on vient de parler de sécheresse et de ressources en eau et on sait aussi que les ressources en eau sont atteintes en souterrain parce qu'on a des problèmes d'infiltration de l'eau. C'est-à-dire qu'on a des événements climatiques qui sont plus violents qu'auparavant, l'eau glisse sur les sols, s'infiltre mal et on ne lui facilite pas du tout la tâche puisqu'on a beaucoup imperméabilisé ces dernières décennies. Et je pense à Paris. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'image de Paris, c'est quelques parcs, mais enfin, qui sont quand même assez peu nombreux dans la capitale et c'est d'énormes zones imperméabilisées tout de même. Oui, 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 moi je pensais quand vous disiez ça aux nappes phréatiques, parce qu'il faut savoir quand même que sous Paris, il y a pas mal de nappes, dont une nappe, historique, très profonde et que dès qu'il les remontées de nappes sont aussi un sujet à Paris, quoi qu'on puisse en penser, notamment en période de crue. Mais oui, il y a ce sujet de la désimperméabilisation, qui est, majeur et qui est pas évident. Je pense que dans tous les territoires, en tout cas, les premiers moments où on pose les jalons de la désimperméabilisation, on se heurte à une culture de l'aménagement, historique, en tout cas historique, qui remonte à une cinquantaine d'années. Et nous, on a commencé les programmes de désimperméabilisation dans Paris. Mais c'est vrai qu'on a des hectares, hein, on a, on a de quoi faire dans la capitale. Et on a démarré, histoire de lancer le mouvement, parce qu'il nous fallait un terrain de jeu dans les cours d'école. Ça n'a pas été simple. C'est très sympa aujourd'hui de voir ces cours d'école désimperméabilisés, de voir les gamins retrouver la nature, mais aussi de permettre ce retour
au milieu de l'eau. Mais voilà, pourquoi désimperméabiliser? Mais mon Dieu, les enfants vont être sales et on n'a jamais fait comme ça, pourquoi on le ferait aujourd'hui? Ça, chers amis élus, je crains que, quelle que soit la taille de nos collectivités, la peur face au changement nous traverse tous. Et c'est clair que pour nous, le job a démarré, mais que la surface est telle qu'on a encore un gros challenge devant nous sur la question de la désimperméabilisation. Ouais. Si vous citez les cours d'école, c'est que ça vous a posé pas mal de soucis. C'est peut-être là où on pourrait se dire que c'est un sujet un peu marginal, ça ne va pas poser de problème. Si, désimperméabiliser les cours d'école, c'est un vrai débat entre les parents et la municipalité. Désimperméabiliser les écoles, c'est venu parce que, pour tout vous dire, moi, je voulais commencer à désimperméabiliser les trottoirs, les rues. Je viens des plus petites villes de France, donc ça me paraissait assez évident, mais il semblerait qu'à Paris, c'était plus compliqué. Donc la rue n'étant pas possible, on a attaqué les cours d'école. Et alors là, à ma grande surprise, j'ai eu des pétitions de parents qui ne souhaitaient pas que leurs enfants reviennent avec de la terre sur leurs chaussures ou sur leurs pantalons, des instits qui ne souhaitaient pas que ce soit désimperméabilisé parce que sinon ça allait amener de la terre dans les salles de classe et que donc du coup qui allait balayer, des asthmates qui ne voulaient pas changer des chaussures aux chaussons, des profs qui ne voulaient pas lâcher leur place de parking, squatter sur les cours d'école pour faire de la place aux enfants. Enfin, il y a les enfants qui étaient d'accord. Les enfants étaient très partants. On les a associés à la concertation et ça nous a suffi, je dis nous, parce que la maire de Paris a été hyper moteur sur ce sujet. Ça nous a suffi quand on a vu les enfants s'amuser dans l'herbe pour pousser la chose jusqu'au bout. Mais non, la planète brûle et il y a des pétitions pour qu'on n'ait pas de terre sur les jambes, je vous le confirme. Question du côté du fil de discussion, Hakim Barak. Alors, on a quelques questions qui sont tombées et qui vous sont peut-être destinées, Célia Blowell. Ouais. Tout à fait. Alors, il y avait une première question sur la politique en matière de protection des ressources, mais vous y avez répondu. Et Yolène de Courson, d'ailleurs, Bonjour, semble-vous, oui. qui vous félicite pour le travail, manifestement pour le travail de désimperméabilisation qui est mené dans les écoles, et qui pose la question de la sobriété en eau et qui se demande si une politique de tarifs dissuasifs progressifs est mise en place à Paris. Alors d'abord, bonjour Yolène. J'avais prévu d'ailleurs de l'appeler aujourd'hui pour lui dire que j'avais bien transmis son invitation à la maire de Paris, donc ça c'est chose faite. Non, alors à Paris, on s'est beaucoup posé la question, mais on se heurte à une difficulté technique, c'est qu'à Paris, le compteur individuel n'existe quasi pas. Paris, c'est 2,3 millions d'habitants et oh mince, j'ai un trou là cette fois-ci. Mais en termes de compteurs, on est, je crois, à 10 000, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, ce sont les grandes copropriétés. Il y a très, très peu de compteurs individuels, donc la question d'un tarif différencié était extrêmement compliquée. Mais il y a beaucoup d'études qui montrent que ça pourrait être effectivement intéressant, enfin, voilà. Mais à Paris, on n'a pas exploré plus parce que techniquement, de toute façon, on ne pouvait pas le mettre en œuvre. Hakim Barak, autre question? Oui, une autre question encore liée au coût, hein, bien sûr. Les usagers consomment moins en changeant leurs pratiques et c'est une bonne chose. Mais cette baisse de consommation entraîne également moins de recettes. Comment Oui. faire justement pour équilibrer le budget? Et bah, c'est là le nœud où passer de la théorie à la pratique, être en gestion fait qu'on passe pas toujours des moments simples. Mais oui, effectivement, c'est bon signe. Les gens consomment moins, même si je sais, enfin voilà, dans certains territoires, on commence à atteindre un plateau, et c'est pour ça qu'il faut trouver les bons moyens d'alimenter, de fixer son prix. Je dirais qu'il y a plusieurs choses à explorer. Notamment, nous, on s'était dit que si on devait un petit peu faire progresser le prix dans une situation parisienne où il y a quand même beaucoup de gens qui ont des moyens et un prix qui reste quand même très bas, on allait réorganiser derrière la solidarité à travers le prix de l'eau, c'est-à-dire se dire qu'on mettait le même prix pour tout le monde, qui était en progression, mais certes qui reste quand même toujours très bas, puisqu'on est autour d'1 € le mètre cube d'eau potable, 3 € environ sur la facture globale de l'eau, mais que du coup, on dédierait un budget plus important chaque année aux questions de soutien aux foyers plus en précarité, pour que ceux éventuellement sur lesquels ça puisse peser aient quand même une approche. Peut-être, mais alors là, je vous avoue que ça fait longtemps que je ne me suis pas posé la question et que je n'ai absolument pas de religion sur le sujet. La question de l'eau paye l'eau reste un sujet très fort en France. Voilà, en tout cas, il faut se féliciter que ça baisse et trouver la bonne boussole pour construire son budget. Et encore une fois, du coup, faire très attention aux tentations des baisses de prix.
Très bien. Alors, quand vous posez vos questions, il y a plusieurs options hein, dans le fil de discussion. C'est ou de poser la question à tous ou en privé en direction d'une personne particulière. Pensez, quand vous formulez vos questions pour participer à cet échange, à formuler votre question en direction de tout le monde. Vous avez un petit onglet qui vous permet, une petite flèche qui vous permet de choisir. Voilà pour le petit contexte technique. Alors, vous parliez encore une fois, Célia Blowell, du prix de l'eau. Dans le prix, il y a aussi l'énergie. Hein. C'est-à-dire que l'eau, c'est aussi du pétrole parce qu'on a besoin d'énergie pour faire fonctionner énormément de dispositifs relatifs à l'eau, que ce soit pour l'eau potable ou pour l'assainissement. Est-ce que là, il y a des marges de manœuvre, vous qui avez, vous le disiez, mis un peu les mains dans le cambouis, qui vous êtes renseigné auprès de techniciens avec votre fibre écologiste, puisque vous avez été élue après avoir été militante au sein du Parti écologiste. Est-ce que vous avez détecté des sources d'économie d'énergie ou de remplacement d'énergie type pétrole, fuel, par des énergies renouvelables? Alors ça, effectivement, les coûts fixes, notamment pour une régie aussi importante que celle de Paris, il y a un moment, vous pouvez les tordre dans tous les sens. Ils existent, notamment les coûts liés oui, à l'énergie pour faire fonctionner toutes nos usines, nos pompes, etc. Et puis la question aussi des réactifs qui ont à la fois un coût et un poids carbone. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est établir un plan climat de la régie, en considérant qu'on devait apporter notre part de réduction en termes d'énergie, mais aussi de réduction économique. C'est pas simple, hein. Et donc, du coup, il n'y a pas grand-chose qu'on a pu faire pour… Enfin, si, on a réduit… Pardon, on a réduit en partie la question de l'énergie en travaillant vraiment sur aussi la transition numérique d'eau de Paris. Mais là, je vous parle quand même d'une très grosse machine en se disant que de plus en plus, on allait essayer d'avoir recours à la source d'eau, c'est-à-dire un des trois aqueducs ou l'usine, en fonction de son poids économique, énergétique et carbone à l'instant T où on y a recours, d'arriver à faire des arbitrages plus fins dans la ressource en eau à laquelle on a recours. Ça, c'est vraiment en train de se mettre en œuvre, c'est très compliqué. Mais ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre en place. Sur le coût en tant que tel, il a même un petit peu augmenté à un moment parce que ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'on voulait réduire le poids carbone. Donc, ça a été la souscription à des contrats d'électricité verts et puis bosser effectivement sur des alternatives. Pour l'instant, on travaille surtout sur les alternatives en termes de secours et notamment sur les gros groupes électrogènes qui font tourner les usines en cas de rupture électrique qui aujourd'hui fonctionnent au fuel, un fuel qu'on stocke, qu'on doit jeter tous les 6 mois et remplacer, faire tourner évidemment les groupes électrogènes, ce qui n'est pas hyper top. Et donc, on est en train d'équiper nos usines d'électrolyseurs pour faire de l'hydrogène et pour qu'ils puissent nous servir en cas de secours. Mais j'ai envie de dire, c'est très ponctuel, marginal, vu ce qu'est aujourd'hui la consommation d'énergie à l'échelle de Paris. Ouais, c'est beaucoup de consommation d'énergie. Est-ce qu'il y en a d'autres questions, Hakim Barek, pour le moment, dans le fil de discussion? Tout à fait. Une question de Patrice Potrat de l'Agence de l'eau, d'ailleurs. Avez-vous mis en œuvre des projets de récupération de chaleur à partir des réseaux d'assainissement? Oui, on en a mis quelques-uns qui d'ailleurs ont été souvent de l'ordre de l'expérimentation parce qu'il y a plein de techniques. On chauffe une piscine dans Paris, on chauffe une école et la technologie commence à être éprouvée. Et pour l'instant, en tout cas, ces deux sites, et il doit y en avoir 2-3 nouveaux depuis, ne nous posent aucun sujet. On a une mairie d'arrondissement aussi totalement chauffée maintenant avec les récupérateurs d'eau et ça fonctionne plutôt bien. Parfait. Merci beaucoup, Célia Blowell. Voilà, donc vous ressortez plus ou moins d'ailleurs du monde de l'eau, vous le dites, hein, quand on est impliqué sur ces sujets, on y reste. Vous continuez d'avoir un regard, de porter un regard sur ce qui se passe à Haute-Paris ou ailleurs? Alors, je me refuse à être une présidente qui surveillerait son successeur de très près, mais évidemment, le lien avec le monde de l'eau ne se tarit pas comme ça. Je reste très en lien avec tous les élus avec lesquels j'ai pu travailler, les techniciens aussi. Non, vraiment, vous ne regarderez plus jamais votre robinet pareil. Et ma mission aujourd'hui auprès de la maire de Paris m'amène notamment à m'occuper du fleuve et à travailler à ce qu'on voit derrière moi, qui n'est pas encore totalement réalisé, mais à permettre aux Parisiens un jour de sauter dans la Seine et peut-être même d'ici 2024 et d'en faire une baignade, à la fois parce que c'est sympa, mais aussi parce que c'est un des éléments de la ville de demain, retrouver son fleuve. Donc non, on n'en sort jamais, je vous confirme. Ouais. On peut se baigner dans le bassin de la Villette, là? Enfin, au printemps, on va pouvoir ou pas? On peut? Oui, oui, oui. Et Bon. le bassin de la Villette est de très très bonne qualité. Reste à atteindre le même pour la Seine, mais vraiment, pour y avoir plongé plusieurs fois, et vous voyez que je vais plutôt bien, je vous confirme que tout ça est très faisable avec un gros job sur les réseaux d'assainissement et de changement de pratique, mais ça aussi, c'est tout à fait jouable.
Avant de passer à la table ronde, on a encore quelques questions, une ou deux questions, Kim Barek, je crois, qui viennent de tomber sur le fil. Oui, alors une, même deux. C'est Allez, toujours, deux. c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'au moment de se séparer, les questions arrivent. Une question qui arrive notamment concernant le poids que peut représenter l'assainissement par rapport à l'eau potable pour une régie comme celle de Haute-Paris. Vous voulez dire, j'imagine, dans la potabilisation, enfin, c'est le poids dans la facture d'eau ou Alors, je l'entends comme ça, c'est pas exprimé. Alors, on va répondre déjà sur la facture, puis Ouais. on verra Oui. si la personne qui a posé la question peut préciser, si jamais ça n'était pas le cas, Oui. Ah oui, repréciser la facture, question. mais oui, la facture. Alors, Oui, la c'est facture. ça. À Paris, on est vraiment un tiers, c'est-à-dire un tiers eau potable, un tiers assainissement, un tiers agence de l'eau et taxes, avec un coût de l'assainissement qui progresse beaucoup, beaucoup plus vite que le prix de l'eau potable. Ouais, il y a Pour des mille gros et enjeux une sur bonnes et l'assainissement. mauvaises raisons. Ouais. Alors, cet après-midi, vous allez nous accompagner ce matin. Cet après-midi, pour les personnes qui nous suivent sur l'ensemble de la journée, on va revenir justement sur les enjeux de l'assainissement. Il y a beaucoup d'enjeux et puis des articulations possibles avec d'autres enjeux énergétiques, valorisation en matière, les enjeux également sanitaires qui nous concernent particulièrement en ce moment. On reviendra sur ces aspects assainissement. Et puis, on parlait des imperméabilisations. Ce sera un des sujets abordés cet après-midi avec la question des eaux pluviales. Alors, à Paris, ça peut être un souci, mais on imagine évidemment tous les échos que ça a et toutes les implications dans des villes plus au sud, au bord de la Méditerranée, avec des phénomènes extrêmement violents. Donc, on a vraiment d'énormes enjeux de ce côté-là. Merci Célia Bloel. Vous restez avec nous. Vous pouvez passer quelques instants. Je crois que vous aviez prévu de suivre la table ronde Oui. qui est prévue ce matin et que nous allons d'ailleurs débuter.